J'ai été élevé aux haricots refrits et aux histoires pour dormir racontées entre deux services. Ma mère, Janine, n'était pas le genre de femme sur laquelle on écrit des livres, elle était trop occupée à vivre l'histoire. Tablier toujours taché, main toujours sèche, mais ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle rapportait un magazine de voyage froissé de la boîte des objets trouvés du restaurant. « Regarde », disait-elle en montrant une lointaine côte bleue. « On dit que l'eau est si claire qu'on peut y voir ses propres pieds. Un jour, c'est là que ton histoire commencera. » Nous n'avons jamais eu grand-chose. Notre mobil-home a craqué quand le vent soufflait trop fort, et la climatisation ne fonctionnait que si on la frappait 2 fois en priant. Mais Janine faisait de cette maison un lieu de tous les possibles. Elle m'a appris à gérer les courses d'une semaine avec 2 billets de 20 $ et un rêve. Elle n'a jamais menti sur la dureté de la vie, mais elle ne m'a jamais laissé croire que la pauvreté était une cage. J'ai été accepté dans 2 universités d'État. Janine a pleuré quand les enveloppes sont arrivées. Je n'y suis pas allé non pas que je n'étais pas fier, mais parce que j'ai vu la réalité en face, ses genoux commençaient à lâcher, les pourboires du restaurant se tarissaient. Je lui ai dit que je prendrais une année de pause. Puis j'ai trouvé un travail où je réservais des voyages pour des retraités allant dans des endroits qu'elle montrait autrefois dans ses magazines. À l'âge de 25 ans, je maîtrisais les codes de voyage et les drames des clients. L'agence était minuscule, mais je construisais quelque chose discrètement. J'avais une feuille de calcul intitulée « Preuve d'amour ». Chaque ligne correspondait à une facture que je payais, un cadeau que j'envoyais, des vacances pour lesquelles j'économisais. Je ne l'ai pas dit à Janine, mais j'avais aussi commencé à mettre de l'argent de côté pour son avenir. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Émile. Je donnais une conférence lors d'un congrès régional sur le tourisme à Flagstaff. Il m'a tenu la porte avec un sourire discret et a demandé « Est-ce la bonne salle de bal pour les rêveurs ?» Nous nous sommes retrouvés assis à la même table pendant le déjeuner de réseautage. Émile, avec sa voix calme et son charme de concierge, ne me coupait pas la parole comme les autres, il posait des questions et écoutait. À la fin du week-end, je savais qu'il n'était pas comme les hommes auxquels j'étais habitué. Il n'a pas bronché quand je lui ai dit que j'avais sauté l'université. Il a dit, peut-être avez-vous simplement pris le vol direct. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ainsi que j'ai embarqué pour le voyage que je n'avais pas vu venir. La première fois qu'Émile m'a emmené à Santa Barbara, je pensais que je rencontrais simplement sa famille. Ses parents étaient chaleureux de cette manière un peu étudiée typique de la côte californienne, soignés, polis, un peu distants. Leur maison sentait les bougies aux agrumes et la vieille fortune. Des photos bordaient le couloir, des clichés encadrés d'or de remise de diplôme, de voyage au ski, de baptême. Je souriais poliment, hochant la tête, jusqu'à ce que je m'arrête devant l'une d'elles. L'homme sur la photo avait un visage que je reconnaissais non pas de mémoire, mais grâce au dossier usé que Janine m'avait montré quand j'avais eu 18 ans. Il contenait mes papiers d'adoption, une unique photo de bébé, et un cliché pris sur le vif d'un homme qu'elle appelait Bernard. Il voulait quelque chose de différent, avait-elle dit doucement, comme si cela la blessait encore, et je voulais que tu sois en sécurité. Émile a remarqué que je fixais la photo. Oh, c'est Bernard Talbet, dit-il nonchalamment. Un vieil ami de mon père. Ils ont grandi ensemble. Il vit à Montecito maintenant. L'air m'a manqué. Talbet. Le nom sur mon acte de naissance. Le nom que je n'avais jamais demandé à récupérer. Une semaine plus tard, je me tenais sur le porche d'une demeure qui ressemblait plus à un domaine viticole qu'à une maison. Bernard a ouvert la porte lui-même. Ses yeux m'ont parcouru, puis une lueur de reconnaissance est apparue dans son regard. Evelyne, sa femme, est apparue derrière lui, habillée comme quelqu'un habitué aux pages de magazines et au brunch avec traiteur. « C'est vous » a-t-elle murmuré, la main sur la poitrine. « C'est vraiment vous. » Ils m'ont invité à entrer comme s'ils n'avaient jamais manqué un anniversaire, comme s'ils n'avaient pas renoncé à leurs droits sur moi avant même que je puisse parler. Bernard a servi le thé comme si c'était un rituel. Evelyne m'a serré la main et a dit « Nous attendions que tu rentres à la maison. » J'ai hoché lentement la tête, incertaine du genre de maison dont elle parlait. Ils ont posé des questions sur mon enfance, des questions prudentes, comme s'ils marchaient sur un champ de mines. Je leur ai dit la vérité, Janine m'avait tout donné ce qui comptait. Ils ont souri, mais cela n'atteignait pas leurs yeux. Evelyne a mentionné qu'ils avaient essayé de prendre contact il y a des années, mais que le moment n'était pas opportun. Bernard a ajouté que les parents d'Émile le leur avaient récemment rappelé. Je me demandais si c'était la culpabilité ou la curiosité qui les avait amenés à cette table. Pourtant,
une partie de moi aspirait à croire que cela pouvait être réel, comme si le sang m'avait enfin reconnu comme l'une des siens. Quand Evelyne m'a demandé si j'envisagerais de rester avec eux pendant un certain temps, j'ai dit oui avant que mon doute ne puisse me rattraper. Leur maison était le genre d'endroit où les pas disparaissaient dans des tapis épais comme des nuages. J'ai roulé ma valise sur la pierre importée, passant devant de grands vases et un silence étudié, et je me suis dit que c'était temporaire, juste quelques mois. Je pouvais travailler de n'importe où, et peut-être, juste peut-être, cela réparerait quelque chose en moi. Evelyne m'a accueilli avec un verre d'eau citronnée et un commentaire sur combien cela devait être rafraîchissant de « faire une pause par rapport à ce que vous faites ». J'ai souri avec crispation. Planification de voyage de luxe, ai-je dit en installant mon ordinateur portable au bout de la longue table de salle à manger en noyer. Je gère ma propre plateforme. Elle a cligné des yeux. Oh, comme des voyages d'influenceurs. Sa voix a baissé sur le mot « influenceur », comme s'il y avait quelque chose de collant dessus. Bernard rôdait en arrière-plan. Il a proposé d'aider à rentrer mes bagages, puis a disparu pour le reste de l'après-midi. J'avais l'impression qu'il préférait les journaux aux gens. Émile essayait. Il passait quand il le pouvait, me laissait des mots manuscrits sur le réfrigérateur, « Tu es formidable. Ta place est ici. » Mais je sentais aussi sa tension, comment il se ratatinait un peu quand sa mère faisait des commentaires voilés sur les « entreprises en ligne » ou les « jeunes qui pensent que les emplois sur ordinateur portable sont du vrai travail ». La nuit, je travaillais tard pendant que la maison devenait silencieuse. La plateforme se développait, voyage de noces en Grèce, retraite en solo au Chili. Les clients me faisaient confiance, mon nom signifiait quelque chose dans des milieux où Evelyne n'avait jamais mis les pieds. Mais dans cette maison, je me sentais comme une invitée portant des chaussures empruntées. Un matin, je l'ai surprise au téléphone dans la cuisine. Elle est gentille, mais un peu brute de décoffrage. Pas d'éducation formelle. Autodidacte. Je me tenais derrière la porte du garde-manger, l'estomac noué. Elle l'a dit comme si j'étais un projet qu'elle n'avait jamais validé. Pourtant, je me suis convaincu que c'était un progrès. Au moins, ils essayaient. Au moins, ils ne m'avaient pas renvoyé. J'ai commencé à faire les courses sans qu'on me le demande, j'ai payé la facture du jardinier une fois alors qu'elle traînait trop longtemps sur le comptoir des choses discrètes, faciles à ignorer. Au moment où Evelyne a invité Émile à planifier des vacances familiales en Italie, j'avais presque cru que je faisais partie de quelque chose de permanent. Cela a commencé par la vaisselle pas la mienne, juste celle qui restait après les brunchs d'Evelyne avec des amis ou les encas de minuit de Bernard. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je vivais chez eux, après tout, cela me semblait être la chose respectueuse à faire. Mais ensuite, il y a eu le linge, puis l'aspirateur, puis des rappels écrits sur de petits pense-bêtes autocollants jaunes, serviettes dans la salle de bain des invités à plier. Fenêtre sale. Veuillez essuyer. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais un schéma s'est dessiné. Quand je travaillais tranquillement dans la salle à manger, Evelyne passait en flottant et murmurait des choses comme « Tu es encore sur cet ordinateur » ou « Ça doit être agréable de travailler en pantalon de jogging et d'appeler ça un travail. » Une fois, alors qu'elle passait derrière moi, elle a ri et a dit « Je me souviens du temps où les femmes avaient de vraies carrières. » J'essayais de laisser couler. Émile m'a dit de ne pas le prendre personnellement. Ils sont juste de la vieille école, disait-il en m'embrassant sur le front avant de partir pour ses services de concierge. Il ne le pense pas méchamment. Mais cela signifiait quelque chose. Chaque regard de travers ébranlait la confiance que j'avais bâtie. Je n'arrêtais pas de me dire que si je contribuais, cela apaiserait les tensions, alors j'ai discrètement commencé à aider financièrement. J'ai payé la facture internet un mois où elle allait presque être coupée, j'ai couvert les frais de l'équipe de paysagistes quand Bernard a oublié. C'était assez facile, je transférais simplement l'argent et supprimais la notification par courriel. Personne n'a remarqué, et cela a presque empiré les choses. Je me disais que j'aplanissais les aspérités, que je me rendais plus facile à aimer. Peut-être que si je gardais la maison propre, si les roses dehors fleurissaient, ils commenceraient à me voir non pas comme une invitée, mais comme une fille. Le travail s'accumulait, tant à la maison que pour mon entreprise. Je réservais des lunes de miel sur plusieurs continents et des séminaires d'entreprise à 6 chiffres tout en nettoyant les joints de carrelage qu'Evelyne disait perdre de leur éclat. La plupart des nuits, je veillais tard, jonglant entre les feuilles de calcul et les listes de tâches. Je m'asseyais à mon bureau, seule lumière allumée dans la maison, sirotant du thé que j'avais acheté, mais personne ne m'en remerciait. Un soir, pendant le dîner,
Evelyne a mentionné qu'elle et Émile planifiaient une escapade estivale. Juste nous deux, dit-elle en lui souriant, une chance de nous retrouver en Italie. Les lasagnes fumaient, l'argenterie brillait, le vin était servi. Cela aurait dû ressembler à une fête. Evelyne portait ses habituelles boucles d'oreilles en perles, celles qui lui donnaient un air encore plus posé quand elle disait des choses cruelles. Elle m'a passé la corbeille à pain comme si de rien n'était. Nous avons décidé, dit-elle en tamponnant le coin de sa bouche avec une serviette en lin, d'une petite escapade. Émile et moi. Juste nous deux. L'Italie cet été. Cela fait trop longtemps. Elle a dit, nous, comme si je n'étais pas assise à 1 mètre d'elle. J'ai cligné des yeux. Ça a l'air magnifique. Quand partons-nous? Son sourire ne s'est pas effacé, mais ses yeux se sont aiguisés. Oh, ma chérie, c'est un voyage mère-fils. Juste nous. Un peu de rapprochement familial. Tu comprends. J'ai regardé Émile fixement, attendant. Il a baissé les yeux sur son assiette, a coupé sa nourriture. C'est surprenant, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Je pensais que nous commencions peut-être quelque chose ensemble. Evelyne a siroté son vin. L'Italie est trépidante, sophistiquée. C'est le genre d'endroit qui récompense le raffinement et le pédigré. Son ton était assez mielleux pour faire pourrir des fruits. J'ai ri, mais le rire s'est coincé dans ma gorge. Êtes-vous en train de dire que je n'ai pas ma place dans ce voyage? Elle a penché la tête. Eh bien, cela pourrait être écrasant pour quelqu'un sans expérience formelle du voyage. Ou sans diplôme. Je me suis de nouveau tourné vers Émile. Tu es d'accord avec ça? Il a soupiré. N'en faisons pas toute une histoire, sera. Elle voulait bien faire. Tu sais comment est maman. Non, j'ai repoussé ma chaise. Je sais comment vous êtes tous les deux. Personne ne m'a arrêté, ni quand je suis entré dans la cuisine, ni quand je me suis tenu à l'évier, les paumes appuyées contre le granit. Je n'ai pas pleuré pas encore mais quelque chose en moi s'est effondré, comme les fondations d'une maison qui cède centimètre par centimètre, invisiblement mais indéniablement. Plus tard cette nuit-là, Émile a frappé à la porte. Chut. Tu es sensible, a-t-il dit. Ce ne sont que des vacances. Il a appelé cela, juste des vacances. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, réalisant que je ne faisais pas partie de la famille, j'étais juste pratique un corps chaud pour nettoyer les sols, payer les factures et sourire poliment pendant qu'il planifiait une vie à laquelle je n'étais jamais censé participer. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le ciel passer de l'encre à la cendre, mon cœur coincé quelque part entre l'incrédulité et la décision. Au matin, je n'étais pas en colère, j'étais lucide. Je les ai trouvés dans la cuisine, Evelyne coupant des fruits en triangle parfait, Émile faisant défiler son téléphone comme si la nuit précédente n'avait pas provoqué une profonde fissure. Je veux parler, ai-je dit, debout dans l'embrasure de la porte. Evelyne n'a pas levé les yeux. Si c'est à propos de l'Italie, nous sommes passés à autre chose. Ce n'est pas à propos du voyage, ai-je dit, d'une voix ferme. C'est à propos de la façon dont vous me traitez comme si j'étais une invitée dans ma propre vie. Elle s'est arrêtée, puis s'est tournée lentement. Tu fais du cinéma. Non, ai-je dit. J'ai travaillé. J'ai contribué. J'ai essayé. Et rien de tout cela n'a jamais été suffisant pour vous. Son sourire s'est aminci. Tu ne paies pas de loyer. Tu ne cuisines pas pour la famille. Tu travailles à domicile si tant est que l'on puisse appeler cela du travail. Honnêtement, Sera, tu es un fardeau. Un fardeau. Une sangsue. Je me suis tourné vers Émile, espérant. Tu sais que ce n'est pas vrai. Il s'est frotté la nuque, les yeux fuyant partout sauf vers les miens. Peut-être as-tu juste besoin d'espace. De temps pour te calmer. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Alors, c'est tout? Il n'a pas répondu. Je suis monté à l'étage et j'ai fait mes valises lentement, juste mon ordinateur portable, mon chargeur, un jean, mon passeport. J'ai laissé tout le reste, y compris le cardigan qu'Evelyne m'avait offert pour Noël et qui avait encore l'étiquette. À la porte, Evelyne se tenait les bras croisés. Bonne chance pour joindre les deux bouts. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où j'ai franchi la porte, quelque chose dans ma poitrine s'est relâché au pas la liberté, exactement, mais sa première bouffée.
Je me suis glissé sur le siège conducteur, j'ai empoigné le volant et je n'ai pas pleuré. J'en avais fini de pleurer dans des maisons où je n'avais pas ma place. Et alors que je sortais de leur allée, mon téléphone a vibré avec une nouvelle réservation, un client ayant besoin d'un itinéraire de 2 semaines en Grèce haut de gamme, dernière minute. Juste comme ça, je me suis souvenu de qui j'étais, la fille que Janine avait élevée, la femme qui avait construit quelque chose à partir de rien, celle qui n'avait jamais eu besoin de leur permission pour exister. Au moment où l'appel est arrivé, je regardais les vagues s'enrouler sur le rivage par ma fenêtre à Moï. Ma plateforme avait dépassé le $1 million de chiffre d'affaires. J'avais maintenant une petite équipe, 2 assistantes, un responsable de marque et un développeur à Lisbonne. La plupart du temps, je travaillais pieds nus depuis la véranda, l'année, envoyant des couples en Grèce, des présidents directeurs généraux au Pérou et des jeunes mariés sur des îles de rêve dont ils ignoraient même l'existence. La sonnerie était inconnue, mais pas l'indicatif régional. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné de nouveau. J'ai décroché, la curiosité l'emportant sur la prudence. Allô? Sera. La voix d'Evelyne, rauque. Dieu merci. Nous. Elle s'est étouffée avec les mots. Nous sommes en retard sur tout, électricité, eau. Le jardinier a démissionné. Les cartes de crédit sont au maximum. Le travail d'Émile ne peut pas couvrir ça. Je pensais que Bernard. Elle s'est interrompue. J'ai laissé le silence planer un instant. J'ai arrêté de payer quand je suis parti. Elle s'est figée. Que veux-tu dire? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au bord du balcon. Je veux dire, pendant les 2 dernières années, je couvrais tout discrètement, les charges, les courses, l'aménagement paysager, le plan d'entretien de la Lexus, les $400 000 de dette sur votre American Express, la mienne maintenant jusqu'à ce que j'arrête. Mais tu n'as jamais rien dit. Non, ai-je dit. Je pensais que peut-être, si je donnais juste assez, vous finiriez par me voir comme faisant partie de la famille. Il y eut une longue pause. Puis la voix d'Émile est venue au téléphone, plus basse, désespérée. Tu dois nous aider, Sera. S'il te plaît. Je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai fait. Vous ne le saviez tout simplement pas. Il a expiré brusquement. Tu es sérieuse? Je suis à Moï, Émile. Dans ma propre maison, entièrement payée. Et cet appel, à vos frais? Il est international. J'ai raccroché non par colère, ni par vengeance, mais parce que parfois, la seule façon de reprendre son pouvoir est de leur faire entendre à quoi cela ressemble sans votre silence. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau d'un avocat à West Hollywood, terrain neutre, chaise beige, trop de climatisation. Émile paraissait plus petit que dans mon souvenir, plus pâle, comme si le poids de tout s'était finalement installé sur son visage. Il n'a pas dit grand-chose, a juste signé là où on lui disait. J'avais déjà signé ma part. Quand ce fut terminé, il s'est adossé et a fixé le dossier devant lui. Je pensais que tu serais toujours là, dit-il doucement, sans croiser mon regard. J'ai hoché la tête. Je l'étais. Jusqu'à ce que je réalise que je n'étais jamais vu. Il a alors levé les yeux, et pendant une seconde, j'ai pu voir l'homme que j'avais autrefois aimé, celui qui me faisait rire pendant les retards à l'aéroport et qui me chuchotait des mots en espagnol au coucher du soleil juste pour m'impressionner. Mais cette version de lui n'avait existé que dans des espaces où je n'étais pas effacé. Je ne savais pas, dit-il, la voix se brisant légèrement. L'argent, la maison. Je ne m'attendais pas à ce que tu. C'était ça le problème. Je me suis levé. Je ne te déteste pas, Émile, mais je ne peux pas porter des gens qui continuent de me couper les ailes. Il a tendu la main vers quelque chose, peut-être un mot, peut-être ma main, mais j'ai reculé. Je te souhaite la paix, ai-je dit, et je le pensais non pas parce qu'il le méritait, mais parce que moi, je le méritais. Dehors, le soleil était éclatant et indifférent. J'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai expiré et j'ai marché vers le trottoir où mon chauffeur attendait. Je n'ai pas regardé en arrière, il ne restait plus aucune partie de moi dans ce chapitre. Janine est entrée dans la villa comme si elle ne voulait pas la déranger, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place dans un endroit si calme, si propre, si loin de tout ce que nous avions jamais connu. Sa valise avait une seule bonne roulette et un ruban effiloché attaché à la poignée. Je l'ai quand même portée à l'intérieur. Elle a traversé le salon, ses doigts effleurant les murs blancs, la rampe incurvée, les rideaux de lin dansant dans la brise. Ses yeux se sont embués avant qu'elle ne dise un mot.
Tu as fait ça, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Pour nous. Nous sommes restés là, toutes les deux suspendues entre tout ce que nous avions survécu et tout ce qui attendait encore. J'ai pensé à toutes les nuits où elle s'était privée de dîner pour que je puisse manger, à la façon dont elle veillait tard pour lire des livres de la bibliothèque à la lampe de poche quand il n'y avait plus d'électricité, à la façon dont elle ne demandait jamais rien mais donnait toujours plus qu'elle n'avait. Maintenant, elle était là, sa chambre donnait sur la mer, son peignoir était suspendu dans le placard, son nom était sur le bail. Elle est sortie sur le balcon, a appuyé ses deux mains sur la balustrade et a pris une longue et lente inspiration. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Je l'ai enlacée par derrière. Moi non plus. Mais maintenant, nous le savons. À l'intérieur, la bouilloire sifflait doucement. Je nous ai servi du thé et j'ai sorti 2 tranches du pain aux bananes qu'elle aimait. Elle a ri, d'un rire vrai et plein. Ce soir-là, nous avons mangé pieds nus à l'îlot de cuisine, les fenêtres ouvertes, et pas une seule excuse entre nous. Léora m'a trouvé grâce à un client commun, un couple en lune de miel que j'avais envoyé à Bali et qui avait assisté à l'un de ses mariages à destination à Oahu. Elle m'a contacté avec un message vocal, « Sera Talbet ? C'est vraiment toi ? Dis-moi que tu manges toujours des tacos comme si c'était un groupe alimentaire. » Nous nous sommes rencontrés dans un café de plage à mi-chemin entre nos bureaux. Elle était exactement la même, juste plus radieuse, comme quelqu'un qui avait cessé de demander la permission de briller. Nous nous sommes étreintes trop longtemps et ensuite nous n'avons pas arrêté de parler pendant des heures. Elle m'a parlé de l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien, du fait d'avoir fait venir ses parents en avion pour voir l'océan pour la première fois. Je lui ai parlé de Janine, de la maison, de tout ce qui s'était brisé et de ce qui avait émergé ensuite. Nous l'avons vraiment fait, dit-elle en levant son verre. Des manuels empruntés au contrat en bord de mer. J'ai ri. Des nachos de station-service au forfait à 5 chiffres. Nous avons trinqué à chaque professeur qui nous avait sous-estimés, à chaque invitation que nous n'avions jamais reçue, à chaque pièce où nous n'étions pas censés entrer. Puis nous avons commandé un dessert, parce qu'aucune de nous ne croyait plus qu'il fallait seulement prendre ce dont nous avions besoin. Plus tard cette semaine-là, elle m'a demandé si j'envisagerais de m'associer avec elle pour un nouveau forfait destiné aux femmes voyageant seules. J'ai dit oui avant même qu'elle ait fini sa phrase. Les vagues à l'extérieur de mon balcon se brisent avec un rythme qui ressemble à la vérité. Je suis assise avec mon thé, ma boîte de réception ouverte, les nouvelles réservations arrivant comme des marées. Une lettre attire mon attention, manuscrite, glissée avec un cadeau de remerciement d'un client. Vous m'avez aidé à faire mon premier voyage, dit-elle, pas seulement sur une carte, mais hors de la honte. Je passe mes doigts sur les mots, le cœur plein d'une manière que l'argent ne peut mesurer. J'ai placé la lettre à côté d'une photo sur mon bureau, Janine avec son chapeau de jardin, Léora en plein rire, mon équipe blottie sur un écran Zoom, souriante. Aucun d'eux ne partage mon sang, chacun d'eux a contribué à me sauver la vie. Je ne pense pas à la maison que j'ai laissée derrière moi. Je n'en ai pas besoin. Ils ont essayé de me rabaisser, mais j'ai pris leur table et j'ai construit un rivage.